Yaorana Manaha, aujourd'hui on va parler d'une maladie ancienne, souvent entourée de silence, mais toujours présente en Polynésie française, la lèpre. Elle existe encore, elle se soigne et surtout elle ne doit plus faire peur. Avec nous sur le plateau, nous recevons Toté Lam Nguyen, médecin responsable du Centre des maladies infectieuses et tropicales du CMIT, Yarana, Yarana. et Titawa Dewert, qui est président de l'association Te Ui Taurea no Orofara Yarana. Yorana. On va comprendre la maladie, son histoire et la réalité vécue aujourd'hui par les patients et leurs familles. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. La lèpre a une importance historique sur Tahiti. Avec la léproserie de Mahina, qui a été ouverte en 1914, les malades y étaient accueillis jusqu'à la fin des années 50, rejetés, moqués par la société. La lèpre a été diabolisée pendant des années, une histoire lourde et impactante que nous allons revoir ensemble en parallèle de la compréhension de cette maladie, puisqu'en 2024, 2 nouveaux cas de lèpre ont été détectés en Polynésie française. Donc, c'est une maladie qui reste rare, mais toujours présente. Totelam, tout simplement, pour la première question, c'est quoi la lèpre? On en entend beaucoup parler, mais finalement, personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est une très ancienne maladie, ça a été mentionné dans la Bible par exemple, c'est une des rares maladies mentionnées dans la Bible. Okay. Et en fait c'est une maladie due à une bactérie, un peu comme toutes les maladies bactériennes, une angine de la gorge, une infection cutanée, tout ça c'est dû aux bactéries. Donc c'est une bactérie très particulière qu'on appelle la bacille de Hansen, c'est le nom du découvreur. Et donc c'est une maladie avec cette bactérie qui attaque les nerfs et qui donne des taches sur la peau et des troubles de sensibilité. Et en fait, la lèpre était, craint dans la société dans le passé parce qu'on ne pouvait pas guérir. On a commencé à guérir des patients de la lèpre qu'à partir des années 70 ou 80, parce qu'on avait des combinaisons de médicaments, des antibiotiques très spécifiques, efficaces sur cette maladie. Et donc, en gros, la lèpre est une maladie qui touche les nerfs et qui entraîne des séquelles neurologiques graves pour les personnes qui sont touchées si elles ne sont pas soignées à temps. Comme je l'ai dit plus tôt, le mot lèpre reste très chargé, surtout les lépreux. C'était une maladie qui était crainte par le public, Titawa? Effectivement, c'était une maladie qui était crainte parce que on les a isolés justement dans le village à cause de la contagion. Bon, maintenant, il y a les médicaments qui font qu'on peut guérir, on peut s'occuper de la maladie. Mais c'est vrai qu'avant, quand on parlait de la léproserie, tout le monde nous regardait avec des gros yeux. Ils avaient peur, quoi, parce que on connaissait pas c'était quoi la lèpre. Et comme vous avez dit tout à l'heure, ça a été diabolisé. Cette maladie a été diabolisée. Alors, le terme est bien utilisé. Ouais. Est-ce que ça a été justifié par la contagion, Totelam? Oui et non. En fait, à l'époque, on n'avait pas une bonne compréhension de cette maladie. On ne savait pas à quoi c'était dû. Donc, les explications étaient... pas très scientifique. Donc, par crainte, on a isolé des patients. En réalité, maintenant, on sait, la lèpre, quand elle infecte quelqu'un, ça met plusieurs mois à plusieurs dizaines d'années avant de se déclarer. Donc, du coup, même si on isole les gens, la contagiosité de ces patients-là ont déjà eu lieu dans le passé. Donc, ça ne sert à rien. D'autant plus qu'avec les nouveaux traitements, au bout de 2 jours, 1 jour à 2 jours, les gens sont plus contagieux. Oui, c'est aussi rapide que ça. Aussi rapide que ça, oui. Et c'est pour ça que de nos jours, il n'y a aucune justification médicale ou scientifique pour isoler les gens. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a Orofara, la dernière léproserie en Polynésie, mais il y en a eu d'autres, à Rayao, à Mutuota. Donc, il y a un autre, je ne sais plus où exactement, je n'ai plus en tête, mais Orofara, c'était les derniers. Et je me souviens quand je suis arrivé ici en 1989, Orofara était déjà fermé en tant que léproserie dans les années 70. Donc voilà, c'est un reliquat du passé. Alors, tu nous as parlé de cette contagion, on ne savait pas comment ça fonctionnait, mais du coup, on croyait à l'époque que ça se transmettait comment, et c'est quoi la réalité finalement? C'est-à-dire, on pensait que le fait d'être à côté des patients suffit d'attraper la maladie. Un simple toucher, voilà. Une simple discussion. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Toutes les personnes qui sont infectées par la bactérie de la lèpre ne développent pas la lèpre.
Et d'autre part, le temps de transmission entre le moment où on attrape la lèpre et le moment où on développe la maladie, au cas où on développe la maladie, comme j'ai dit tout à l'heure, le délai est assez long. Assez long, oui. Et enfin, la transmission, maintenant on le sait, c'est uniquement par des gouttelettes qui se trouvent lorsque les gens éternuent notamment ou lorsqu'ils toussent, quand ils sont dans les formes contagieuses, parce qu'il y a différentes formes de la lèpre, il y a des formes qui ne sont pas contagieuses. Eh bien, dans les formes contagieuses, lorsque les gens toussent ou éternuent, il y a des suspensions d'aérosols de bactéries qui contiennent des bactéries dans l'air. Et les proches, lorsqu'ils inhalent ça, eh bien, ils peuvent contracter la maladie. Il y a une autre voie par contact direct avec les lésions cutanées, mais c'est plutôt mais c'est pas tout le monde qui va aller toucher ces lésions fréquent, oui. La question de base, c'était est-ce que c'est une maladie qui était crainte par le public et justifiée par la contagion? J'ai l'impression que pas vraiment, puisque on vient de se rendre compte que la transmission ne se faisait pas. Enfin, il y avait des idées reçues, c'est ce que je veux dire. Cette méconnaissance de la maladie aujourd'hui, Titawa, est-ce que ça influence encore le quotidien des personnes malades? Est-ce que vous avez toujours les moqueries qu'il y avait à une certaine époque? Est-ce que vous avez toujours ce sentiment d'être pointé du doigt, ou en tout cas que les malades, les anciens malades, sont pointés du doigt vis-à-vis de la lèpre? Nous, enfin, la jeunesse, là, non. De moins en moins. Donc, parce que il y a plus d'informations au niveau de la maladie. Par contre, les anciens malades, eux, ont encore cette gêne parce que eux, ils ont les traces de la maladie. Les stigmates. Voilà. Donc, du coup, des fois, ils n'ont pas envie de sortir de là ou du village parce que ils savent qu'on va les regarder. Même quand ils prennent le bus, ils sentent les regards, quoi. Totelam veut réagir. Je rappelle quand même que cette maladie signifie une mort sociale pendant longtemps. Lorsque vous avez la lèpre, vous êtes exclu de la société. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, les patients lépreux, même si on les tolérait dans la rue, ils portaient une crécelle. Il faut qu'ils fassent du bruit pour que les gens s'éloignent d'eux. C'était carrément une stigmatisation très très forte. Vous êtes exclu du monde des vivants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, jusqu'à récemment, il y a dans la littérature, vous pouvez le lire dans les ouvrages plus anciens, il y a une discrimination très forte vis-à-vis des patients de la lèpre par ignorance. Et curieusement, de nos jours, on sait maintenant beaucoup mieux sur cette maladie, mais à cause de sa rareté, l'ignorance aussi peut faire rejeter les patients par des craintes un peu séculaires anciennes, des peurs anciennes, parce qu'on lit dans la Bible, on voit encore marquer la lèpre, maladie un peu... maudite. Diabolisée, c'était le terme que j'ai utilisé tantôt. Et c'est vrai par rapport à ce que tu nous disais, donc il y avait une discrimination qui était forte. Je sais par exemple que pendant des années, les habitants de la léproserie étaient confinés et interdits de sortir. Ce sont des témoignages que vous recevez encore aujourd'hui, enfin en tout cas d'anciens malades. Vous avez reçu ces témoignages de personnes qui étaient enfermées à l'époque? Exactement, ils ont été isolés dans le village, dans la vallée de Orofara. Donc, ils n'avaient pas contact avec leur famille. Il y avait un gardien à l'entrée et même pour se voir, pour dire bonjour, il fallait un bâton pour se dire bonjour. C'était pas à la main et tout. Et personne ne pouvait entrer et même eux ne pouvaient pas sortir du village, quoi. Donc, ils faisaient tout dans le village. Ils avaient leur plantation et tout, quoi. Et tout va changer en 1956, enfin en tout cas pas du jour au lendemain, vous vous en doutez. Est arrivé le Toté Raoul Foloro qui se bat contre la maladie. Pareil, là aussi, vous avez des témoignages de personnes qui estiment qu'à partir de son arrivée, les choses ont changé. Oui, ils disent que grâce à lui, maintenant, grâce à son passage, ils ont pu vivre comme il faut parce qu'il a trouvé le médicament qui a pu contenir la maladie. Et le village a commencé à s'ouvrir aussi à l'extérieur. Donc, ça a beaucoup changé pour certains. Totelam, Raoul Foloro était un homme important. Il le retranscrit dans un livre, justement. Oui, c'est-à-dire c'est un mécène, un homme de lettres aussi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on a découvert la première molécule vraiment efficace sur la lèpre, la dapsone, et qu'on a commencé à utiliser. Mais la dapsone tout seul ne suffit pas à guérir la lèpre. Et en plus, ça peut entraîner des résistances. Mais bon, qu'importe. Je me souviens que Raoul Foloro avait écrit un petit ouvrage dont le titre, je me souviens, Donnez-moi 2 bombardiers. C'est un peu curieux pour quelqu'un qui est philanthrope. Et en fait, à l'époque où il a écrit, c'était la guerre froide. Oui. Et donc, c'est le bloc ouest contre est. Et il a dit, écoutez,
aux Américains et aux Russes, au lieu de construire vos bombardiers, donnez-moi le prix d'un bombardier de chacun. Comme ça, vous avez un bombardier en moins de chaque côté, ça ne modifie pas l'équilibre de la terreur. Donc avec cet argent, moi, je pourrais guérir les patients de la lèpre. C'était ça, en fait. Donc changer la guerre pour pouvoir apporter un peu plus la paix, soigner des malades. Au lieu de consacrer l'argent à la guerre, ben, cette somme-là, dérisoire au point de vue des budgets militaires des deux blocs, Est et Ouest, à cette époque-là, c'est dérisoire. Donc, mais avec ça, on peut faire beaucoup de choses pour les patients. Une philosophie qui est d'ailleurs encore d'actualité aujourd'hui. Cet homme qui est important, qui a apporté le changement en 1956, à l'époque, comme tu l'as dit, un médicament venait d'être créé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà à l'époque en 1956, mais encore aujourd'hui, on peut soigner de la lèpre? Absolument, on guérit totalement les personnes atteintes de la lèpre sans aucune séquelle si le diagnostic est fait suffisamment de façon précoce. Et à ce moment-là, il n'y a pas de séquelles neurologiques, il n'y a pas de stigmate, il n'y a rien. Maintenant, même avec nos médicaments très efficaces, on peut guérir les gens. Si on découvre trop tard, si les nerfs sont déjà détruits, eh bien, on ne pourra pas guérir les séquelles. Voilà, c'est ça le problème. On ne sait pas faire repousser les nerfs encore. Moi, je sais pas, les gens qui ont perdu leurs doigts, je ne sais pas les faire repousser. Donc, par exemple, je prends un exemple, si j'ai la lèpre, qu'il y a justement cette perte sur mon pouce, par exemple, je peux guérir de la maladie en elle-même, mais pas de la perte neurologique, et donc il va falloir faire une amputation, par exemple. Pas forcément, mais ça peut arriver. Mais c'est pour ça qu'on essaye de détecter le plus tôt possible, justement pour éviter les séquelles sur lesquelles nos moyens sont limités. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. On peut faire des chirurgies reconstructrices, plastiques, etc. Mais néanmoins, pour guérir sans séquelles, il faut détecter tôt. Aujourd'hui, il y a encore des idées reçues autour de la maladie qui renforcent l'isolement. On en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, Titawa, comment est-ce qu'on fait pour accompagner d'anciens malades, par exemple? Aujourd'hui, tu nous disais qu'il y a encore parfois ces stigmates. Est-ce que justement, la rencontre avec, par exemple, les jeunes de l'association permet de déconstruire ces stigmates? On essaye en tout cas avec l'association. Après, on en a 4. Il nous reste 4 malades. Ils sont suivis médicalement. Il y a le médecin qui tourne dans le village avec les infirmières. Donc, ils sont très bien accompagnés maintenant. Donc, je tiens à remercier aussi justement ce corps médical qui se déplace parce que eux ne peuvent pas aller les voir par manque de transport. Et donc, moi, je trouve qu'ils sont très bien accompagnés maintenant. C'était finalement la question, tu y as un petit peu répondu. Est-ce qu'il y a encore des malades en tant que tels? Non, des anciens malades. Donc, tu me disais, il y en a encore 4. Il y en a 4 qui restent. Ils ont entre 80 et 92 ans. Donc, c'est vraiment nos matriapos et c'est la mémoire vivante de ce passage de la léproserie, quoi. Et ce qui est important à pouvoir souligner, je me tourne vers toi, Totelam, c'est qu'il y a des anciens malades, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus contagieux, plus malades en tant que Moi, tels. je dirais oui, ce sont des personnes qui ont eu la lèpre, qui sont guéries de la lèpre, et donc ils sont normaux, comme tout le monde. Moi, je ne dirais pas des patients, je dis simplement des anciens patients. Actuellement, toutes les personnes qui vivent à Orofara, il n'y a aucun qui sont porteurs de lèpre active. Par contre, tu as cité tout à l'heure 2 nouveaux cas de lèpre découverts en Polynésie en 2024, mais en 2025, on est à 7. Donc, ça continue à circuler. C'est très embêtant parce que je me suis aperçu qu'en fait, il y a des nouveaux foyers qui apparaissent qui n'étaient pas connus historiquement. Et compte tenu du long délai d'incubation de la lèpre, c'est extrêmement compliqué pour nous de mener des enquêtes épidémiologiques et de retrouver des liens pour essayer de colmater en fait la propagation. C'est assez complexe. Alors, pas dans le but de stigmatiser ou de créer une peur involontaire ou inconsidérée. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur les risques de contracter cette maladie ou en tout cas des premiers signes qui peuvent alerter? Tu disais 4 cas en 2024, 7 en 2025. Donc, on a quoi? Des taches sur la peau, une perte de sensibilité, une douleur? Oui, je me souviens de mon ancien maître de médecine, enfin un des professeurs de médecine qui m'a enseigné la lèpre. Il disait, la lèpre est une maladie neurologique, ça touche les nerfs, mais les premiers signes sont cutanés. Donc en fait, les premiers signes d'appel, c'est des taches sur la peau. Ça dépend du type de peau, sombre, claire, etc. Ça peut être rougeâtre ou décoloré. Mais la particularité, c'est que
quand on touche à l'intérieur de ces taches-là, on ne sent pas. On ne sent ni la douleur, ni la chaleur, ni le froid. Et dans ce cas-là, si vous avez une tache cutanée avec une trouble de sensibilité, pensez à la lèpre et allez consulter. Je suis un petit peu, je sais plus le terme, j'ai un peu l'impression d'avoir tout le temps des maladies hypocondriaques. Donc, comment est-ce que l'on fait pour s'assurer? On essaye justement, on essaye de se toucher, de demander à quelqu'un de nous toucher pour savoir. Non, tu peux toucher, tu te pinces, mais tu sens pas. C'est pas la même sensation que la peau juste à côté qui est saine. Je dis pas que c'est uniquement la lèpre qui donne ça, mais il faut penser à la lèpre et aller consulter un médecin. Et ensuite, il y a un diagnostic. Ça se passe comment? C'est un diagnostic qui est uniquement clinique? Non, c'est clinique d'abord, mais aussi bactériologique et anatomopathologique. C'est parce que en cas de doute, on fait des prélèvements cutanés, on fait des analyses pour savoir la structure de modification au niveau de la peau qui nous donne des indications sur la présence ou non de la maladie. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux cas, mais si on revient sur cette partie historique avec toi, Titawa, aujourd'hui, donc c'est Matahiapo qui ont été touchés. On a pu voir des témoignages qui sont poignants. Une des phrases, on en a déjà un petit peu répondu à cette question, mais c'est important de pouvoir le souligner. Le regard sur ces Matahiapo, sur la maladie, a changé. Il y a plus de compréhension, plus d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, oui. Il y a plus d'ouverture d'esprit. Et après, tous les ans, nous, on commémore justement nos Matahiapo. On ne veut pas oublier l'histoire. L'histoire est là. Donc, ils ont eu un vécu. Parce qu'ils ont quand même été isolés. Donc, nous, on veut garder ça en mémoire. Hein. Je veux parler des descendants. Donc, tous les ans, on le fête avec l'Ordre de Malte, avec la commune. Hein. Donc, je remercie aussi toutes ces personnes qui prennent en compte de l'importance de cette date. Hein. Donc, c'est tous les derniers dimanches du mois de janvier. Et donc, on fait revivre l'histoire, on les met à l'honneur justement ce jour-là. Et ben, ce sont nos Eito de la journée, quoi. Pour vous aider dans la lutte contre ces idées reçues, j'ai cru comprendre qu'en 2024, vous avez eu une récolte de dons par l'Ordre de Malte, 900 000 francs qui ont été récoltés. Vous avez encore besoin d'aide, de différentes aides, de dons de la population, par exemple, pour cette maladie ou pour le village de Orofara? Pour le village, on est beaucoup aidé par l'association de l'Ordre de Malte. Donc, tous les mois, on a un panier alimentaire justement pour les Matahiapo restants afin de les aider dans leur quotidien. Parce que pour l'instant, ils ont juste leur petite pension de tous les mois et des fois, ça ne suffit pas. Hein. Donc, on essaie de faire avec ce qu'on a. Et après, au niveau de tout ce qui est récolté, c'est important pour continuer justement à trouver des solutions pour la maladie. Ce n'est pas que pour Orofara, c'est pour tout le monde. Pour le monde entier. Donc, c'est important, je dis que c'est important d'avoir toujours ces récoltes. C'est finalement un résultat qui arrive aujourd'hui. Donc, on va dire que petit à petit, la page sur la diabolisation de la lèpre, c'est une page qui se tourne tout doucement, les mentalités changent, mais malgré tout, il faut rester vigilant, tot et l'âme, puisque plus de 25 ans plus tard, la maladie n'est toujours pas éradiquée et comme tu l'as souligné tout à l'heure, il y a des endroits où la maladie continue à contaminer. Oui, absolument. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça nous amène un peu plus loin, mais je pense qu'il y a une petite faille sur notre raisonnement épidémiologique concernant le dépistage, le traitement de la lèpre. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à éradiquer cette maladie encore. Bientôt, c'est la journée mondiale de la lèpre. Là, c'est pour ça qu'on en a pour en parler. J'ai une petite pensée puisqu'on parle des stigmatisations pour les patients partout dans le monde, notamment au Brésil et en Inde, où ce sont les deux plus gros contingents des patients de la lèpre. Globalement, c'est vrai que la lèpre a diminué globalement dans le monde, mais ça persiste encore des foyers. Et notamment, imaginez la stigmatisation pour les patients indiens, parce qu'il y a des problèmes de caste déjà. En plus, il y a cette stigmatisation sociale, des préjugés traditionnels, etc. C'est très compliqué pour ces personnes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il semblerait, il y a des données scientifiques qui émergent de plus en plus pour montrer qu'en fait, dans certaines circonstances, la bactérie de la lèpre peut persister dans l'environnement et pourrait jouer un rôle épidémiologique, ce qui explique pourquoi
notre modèle de contrôle, d'élimination de la lèpre a peut-être une faille de ce côté-là. Pas forcément adapté à cette maladie en tout cas. Non, parce qu'on est toujours parti sur le postulat que la lèpre est à transmission interhumaine stricte, exclusive. Alors que Ce n'est peut-être pas vrai. Ce n'est peut-être pas vrai. Maintenant, il faut voir avec les nouvelles données. En tout cas, d'année en année, la lèpre a été pointée du doigt, moquée et la peur s'emparait de la population dès que quelqu'un en parlait. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué, les chiffres ont beaucoup baissé. À nous de continuer dans ce sens en restant vigilants bien sûr, mais à juste dose, ne partons pas dans la diabolisation de cette maladie. Pour continuer dans le témoignage, nous avons eu le privilège de recevoir Christiane de l'association Te Ui Taurea no Orofara. Elle est témoin et descendante de l'histoire de la lèpre à Tahiti. C'est tout de suite dans vos questions express en images. Yorana, je me présente Maïhouri Christiane. J'habite dans le village de Orofara à Mahina. Mes grands-parents, ils étaient malades de la lèpre. Et quand ils avaient cette maladie, on ne pouvait pas entrer dans le village. C'est qu'après que cette maladie a été guérie, qu'on pouvait entrer dans le village et que mon papa et ses sœurs et frères, ils ont pu habiter avec leurs parents. J'ai adhéré à l'association du village de Orofara pour qu'on puisse travailler avec et aider les familles, aider les malades, nos matahiapo. J'ai aidé mes grands-parents à la maison en allant chercher le repas au réfectoire et je les aidais aussi à la maison. Quand fêtait la journée mondiale des lépreux, toujours vers la fête du mois de janvier, et on faisait un petit tama le matin avec l'ordre de Malte, le petit déjeuner, et à midi avec l'association et les membres et toutes les familles du village. Et ça les aidait aussi moralement dans le foyer. Oui, la famille était impactée quand même. Mon oncle, quand il allait à l'école, il revenait, on les insulte de lépreux et ça les touche. Enfin, ça les blesse quoi, hein, quand on leur dit des mots comme ça. C'est les enfants qui disaient sur mes oncles et ils avaient peur d'attraper cette maladie et que mes oncles ils disent que ça les touche pas quoi. Hein. Oh, je suis devenue adolescent majeur. Il y avait beaucoup de personnes de dehors qui ont peur d'entrer dans notre village à cause de la maladie de la lèpre. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de cette maladie, la lèpre. Mes grands-parents ont eu, ils ont été guéris et nous, on n'a pas attrapé. Et on est bien maintenant. Là, j'ai perdu mes deux grands-parents. Ben, on n'a pas rattrapé cette maladie. Il ne faut pas avoir peur. Maintenant, cette maladie est guérie. Ça peut se soigner. Si vous les voyez dans les rues, n'ayez pas peur. Ils sont gentils, ils sont normaux comme nous. Vous parlez de la lèpre, vous vous en doutez bien, étant donné que ça parle surtout d'histoire, hein, ça remonte quand même à 1956. Il n'y a pas énormément de sites, quoique il y en a un qui serait intéressant. Le site service-public.pf/DSP pour la direction de la santé publique. Sur le site, vous avez le CMIT, donc le Centre des maladies infectieuses et tropicales. Description, vous y retrouverez les activités, les missions du centre, les permanences, des indications pour savoir où se trouve le CMIT. Et on vous parle bien sûr de la lèpre, mais pas que. Il y a aussi la tuberculose, les IST et on donne même des conseils aux voyageurs. N'hésitez pas à y faire un tour.
Voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Totela, merci beaucoup de nous avoir apporté Maruru. toutes ces indications et ces anecdotes autour de la lèpre. Maruru. Maruru. Et merci à toi Titawa pour ton combat que tu fais finalement pour nos Matahiapo et on les embrasse bien fort s'ils nous écoutent ce soir. Merci. Maruru, à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas, à 18h, votre vie à Tahiti. Maruru itotato farerir a Trahoma Parhayan.